Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays dans lequel vous nous écoutez ou bien si vous nous écoutez en podcast. Bienvenue dans l'autre football, le podcast du site Lucarne Posé, l'émission radiophonique qui couvre la planète foot comme N'Golo Kanté, les milieux de la perfide Albion. La trêve internationale est donc terminée maintenant et les championnats nationaux ont repris leurs droits. Donc c'est donc logiquement que nous allons pour cet épisode, ce second épisode, retourner les croquets dans le championnat national sans tomber dans le national. Surtout cette semaine. Au menu aujourd'hui de l'autre football, nous vous proposons de vous farcir un bon gros bif et un chaud chimichurri pour commencer, avec le championnat argentin que va vous présenter Rodolphe Willem. Hola Rodolphe. Hola a toda la gente. Après ça, on va déguster un bon petit café colombien, bien serré, en compagnie de Pierre Gerbeau qui nous présentera la Liga Aguilar. Qu'est-ce que Pierre? Bien, et toi? Bien. Puis nous irons nous enjailler un peu avec une bonne K-pop en suivant l'ami Baptiste Morigal en Corée du Sud. Alors là, j'avoue, je ne connais pas la langue de Park Jin-sung, alors je vais me contenter d'un salut Baptiste. 안녕하세요. Pareil, tout à fait. Enfin, on retournera au Brésil, du côté de Marcelin Chamois, qui nous expliquera pourquoi la cachaça brésilienne de la CBF, qui pourtant marche tout feu tout flamme en ce moment sur le terrain, a comme un arrière-goût Tourance. Boa tarde, Marcelin. Hola a todos. Et pour tout ça, vous n'avez qu'à suivre le guide. C'est Bibi, c'est moi-même, c'est Simon Balachef. Voilà, enchanté, mais c'est pas le tout. On va pas s'arrêter là. On a de la route à faire. Alors, allons-y. Donc, comme nous l'avons dit, commençons donc avec le championnat argentin de notre cher Rodolphe, qui a déjà 20 journées de passé à l'heure où nous enregistrons, mais qui se joue à 30 équipes quand même. Alors, dis-nous, Rodolphe, comment ça fonctionne cette affaire? Écoute, c'est un peu compliqué comme un peu l'Amérique du Sud en général, on va dire. Il y a 30 équipes. Après, il y a un nouveau championnat qui va se mettre en place tout doucement comme un modèle de Super League pour les années à venir, pour qu'on arrive à environ 20 équipes à l'aube de 2020. Donc ça va se mettre en place tout doucement. On n'a déjà qu'un tournoi maintenant qui est à peu près sur les dates européennes, alors qu'avant on avait un tournoi un peu comme dans certains encore championnats sud-américains, le tournoi d'ouverture et de clôture. Donc là on a 30 équipes quand même, c'est assez conséquent. 4 équipes qui vont descendre et 2 qui vont monter. Donc tu vois, on va commencer déjà un peu à égaliser avec eux 2 montées. Donc on va se retrouver plus qu'à 28 l'an prochain. On aura 5 équipes qui vont se qualifier pour la Libertadores, plus donc peut-être 28, celle. 28, si je peux te couper. Donc là, pour l'instant, on est à 30. Et avec ce qui va descendre, les formes en marche, l'année prochaine, on va se retrouver à 28. C'est ça, il y a 4 clubs qui descendront et 2 qui monteront. D'accord. Et quel est l'intérêt, du coup, de passer de 30 à 28 et pas de 30 à 20? Écoute, il faut y aller progressivement. Après, c'est surtout la Super League, ça va donner plus d'argent, mais bon, l'argent va surtout être pour les grosses équipes du haut de tableau. Donc, je pense qu'il y a dû avoir un compromis en disant que, on va faire le fait qu'il y ait plus d'argent pour les grosses équipes. On va peut-être pas descendre à 20 équipes tout de suite, le temps qu'il y ait aussi les petites équipes qui arrivent, parce que à part les Boca Juniors, les Estudiantes, les River et autres qui gagnent beaucoup d'argent, le reste des petites équipes arrivent à peine à payer leurs joueurs. On l'a encore vu avec la grève il y a quelques semaines encore, avec le football para todos et le gouvernement, où il y avait des petites équipes qui n'arrivaient pas à payer leurs joueurs, alors que c'est des équipes quand même de première division. Donc t'imagines les équipes de seconde division et autres qui sont vraiment dans la crise. Donc je pense qu'il y a eu un genre de compromis, et puis on va aller progressivement de 30 à 28 pour finir à 20 équipes normalement, si tout va bien, en 2020. Donc ça devrait revenir à 20 équipes comme avant, mais alors du coup, si tu peux juste nous apporter cette précision, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi être passé à 30 équipes. Pourquoi 30 équipes? Parce qu'il y a énormément d'équipes déjà en Argentine. Et de ce côté-là, c'était quand même un compromis entre les grosses équipes et les petites qui demandaient à aller en première, parce qu'à part la première division, les autres divisions, ça va mal au niveau de la finance. Et au niveau de la visibilité, au niveau de la télé, il fallait être au minimum, fallait quand même avoir un minimum d'équipes. Et il y avait à l'époque aussi un tournoi comme je l'avais dit, de clôture et d'ouverture.
Et à ce moment-là, il y avait 15 et 15 en fait. Il y avait 2 championnats, si tu veux, un peu comme le système des conférences NBA, conférence Ouest et Est. C'était un peu comme ça l'an dernier encore. Tu avais 15 équipes d'un côté et 15 équipes de l'autre. Donc à ce moment-là, cette année, ils les ont regroupés. Et là, de nouveau, ils commencent à réduire de petit à petit parce qu'ils ont vu qu'il y avait des équipes qui n'avaient pas du tout le niveau pour être en première division, ou alors les niveaux de télé, ça ne marchait pas. Tu n'avais pas envie de regarder un Sarmiento Arsenal, tu vois, même si Arsenal est un club historique quand même en tant que tel. Oui, t'es dur avec Arsenal. C'est ça, ouais. Mais je veux dire, dans le stade, tu n'avais aucune ambiance, et pour vendre aussi les droits TV à des télés étrangères, c'était un peu de mal à vendre ce genre de match. Vendre Aldo Civi contre Patronato, voilà. Ouais, Olimpo, tu vois, que ça soit sur le terrain ou dans les tribunes, c'est pas ça. Ou alors ça finit comme ça a fini ce week-end, on en reparlera avec un mort, quoi. Moi, j'ai une question, Rodolphe. Du coup, la journée, elle s'étale sur 4 ou 5 jours, quoi, le temps de... Ouais, exact. Elle commence le jeudi et elle finit. Non, elle commence le vendredi, on va dire, et elle finit le lundi ou mardi, quoi. Et ça pose pas des problèmes pour les équipes engagées en continental, par exemple. Ouais, ça pose des problèmes, c'est sûr. Elles doivent des fois, elles ont des matchs le mardi soir. C'est un peu n'importe quoi, mais après, il n'y a pas que. Je veux dire, en Libertadores, tu as d'autres équipes qui jouent aussi en ce moment dans les championnats, donc il faut faire avec, mais c'est sûr que c'est étalé sur 4-5 jours, quoi. Donc, c'est pas. Ce qui a été surtout difficile, c'était le fait qu'il y ait une grève. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui ont presque pas joué, ou alors très peu, ou des matchs amicaux contre des pauvres équipes. Malheureusement, et puis elles se sont tout de suite retrouvées contre des grosses équipes sud-américaines, et les premières et deuxièmes journées de Libertadores, elles se sont fait manger, quoi. On le voit, donc il y a peu de chance pour que. On se souvient du crash de San Lorenzo à Rio contre le Flamengo. Ça, exactement. Puis elles ont quand on voit sur le papier l'effectif de San Lorenzo, on peut se dire que c'est une équipe qui valait sûrement mieux qu'un 4-0 au Maracanã. Ouais, après les équipes brésiliennes cette année, comme je le dirai plus tard, je pense que c'est mes favoris pour une équipe qui va gagner la Libertadores. Mais pour revenir en Argentine, elles reviennent tout doucement à faire des résultats, comme hier soir Lanús qui a gagné 4-0 contre le club vénézuélien. Donc elles commencent de nouveau à se remettre en place, mais ça sera peut-être trop tard. On est déjà à la fin de la phase aller, donc on verra, quoi. River Plate, en tout cas, il n'y a pas de problème en Libertadores, hein. Non, que ça soit en Libertadores ou en Argentine, c'est vraiment l'équipe qui marche, j'allais le dire. C'est vraiment, ils sont sur une grosse dynamique. 5 victoires de rang pour c'est ça. 5 victoires de rang pour River en ce moment. Et ça marque des buts, et même quand ça va mal, il y a toujours le trio Alario, Pity Martinez ou le dernier qui forme la bande des trois. Non, pas Driussi. Ouais, non, exactement. Ouais, Sébastien Driussi. Donc, tu as cette triplette qui est là, et puis tu as toujours les anciens qui sont là, qui sont à tenir la baraque. Tu as Ariel Rojas au milieu, qui depuis qu'il est aligné, joue bien. Tu as Panzio qui est là. Tu as Milton Casco derrière. Maidana, exactement. Donc, tu as un beau mix entre les anciens et les jeunes. Il joue plus. Écoute, il y a un problème, je pense, avec Arturo Mina, c'est que il joue plus énormément, hein. Il a fait quoi? Il a fait, je crois, 11 apparitions, mais c'était vraiment au début de saison. Et depuis, il est tout le temps ou presque sur le banc. Et il y a, je crois, 1 ou 2 matchs où il n'a même pas été appelé par Gallardo. Donc, tu vois, il est vraiment dans le dur en ce moment, Mina. Tu parles de River, et c'est une bonne chose parce que comme on est sur une présentation du championnat argentin, est-ce qu'on pourrait connaître, selon toi, les favoris, les outsiders de cette édition? Écoute, pour les favoris, moi il y a une meute qui est vraiment en train de si on peut dire ainsi, qui est en train de se regrouper. T'avais Boca Junior qui marchait vraiment bien depuis quelques temps, et depuis la blessure de Centurion, celle de Gago, le départ de Tevez en Chine, malgré peut-être qu'il va revenir au mois de décembre. Normalement, on va peut-être payer sa clause qui est d'environ 4 millions de dollars pour la précision. On va dire qu'il y a Newell's qui est derrière, qui a 5 points de Boca. Boca est premier à 44. Newell's avec 39, Estudiantes 38, River qui revient bien à 38. San Lorenzo, c'est un peu dommage, eux, ils sont un peu dans le dur. Ils font une victoire, une défaite, donc ils sont à 37. Et derrière, tu as le Racing qui va peut-être revenir avec son match en retard ce soir contre Tigre à 1h30 du matin, qui va peut-être revenir dans ce groupe-là à l'avant. Mais on va dire que ça va jouer en 4-5 équipes.
va dire que ça va jouer entre Boca, Newell's, Estudiantes, River et peut-être un petit San Lorenzo et Racing derrière. Mais je pense que le Classico Boca-River qui va arriver le 13 mai, je pense va être très très important parce que à l'aller ça avait été une déroute totale de River avec un Tevez énorme, mais là Tevez n'est plus là. Ouais. On rappelle que River, après avoir concédé l'ouverture du score, était revenu au score, puis avait pris l'avantage, il me semble, de 1 et finit par perdre 4-2, c'est ça? Là, c'est quand même différent. Boca est quand même sur une autre dynamique sans Centurion et Gago. Gago devrait revenir la semaine prochaine. Par contre, Centurion, Ricardo, c'est environ 4 à 6 semaines. Quand on sait quand même que depuis quelques matchs, il était quand même important pour dynamiter un peu le jeu au milieu. On va voir ce que ça donne les remplaçants. C'est juste que River derrière, ça revient fort là. Ok, ils sont peut-être à 6 points. On va voir le Classico, il suffit qu'ils le gagnent, ils reviennent à 3 points. On va voir. Après, Boca ne joue aucune compétition internationale, donc eux, ils seront peut-être plus frais. Hein. Après, ils ont ça à leur avantage, mais à voir. Et Newell's deuxième, qui revient, ça me semble bien, là, le fait de prendre cette deuxième place actuellement, Newell's, c'est un peu un retour en forme après un petit passage à vide sur ces dernières années. Ouais, exactement. On est bien content de les revoir. Il y avait eu un petit passage à vide. À l'époque, il y avait encore Tata Martino qui avait bien géré le Newell's dans les années 2010. Lucas Bernardi. Ouais, exactement. On n'en parle pas beaucoup non plus de lui, l'ex-Monégas, Lucas Bernardi, qui maintenant entraîne en championnat argentin. Donc, non, en Argentine, tout à fait pas. Oui, du côté de Godoy Cruz, il a repris et ça marche vraiment bien pour lui. Écoute, il est revenu quand même. Godoy était dans les bas-fonds, aux alentours de la 25e place. Et là, petit à petit, ils sont revenus au niveau de la 16e place. Donc, ils sont quand même bien revenus après un début de saison catastrophique. Mais oui, Lucas Bernardi avec Cachardo sont deux ex de la Liga qui entraînent en Argentine. Penser à notre Lucas Bernardi de Monaco en plus. C'est d'actualité, voilà, parce qu'à l'heure où on enregistre, on est à quelques heures du retour en quart de finale de Monaco. Et la dernière fois que Monaco est allé aussi loin en Ligue des Champions, ou au moins est allé en demi-finale, puisqu'il est allé en quart il y a 2 ans, c'était avec Monsieur Bernardi dans l'entrejeu. Et tu en as parlé tout à l'heure. L'Argentine, le championnat argentin est souvent le théâtre de violence, malheureusement, est bien plus importante que ce qu'on a pu déplorer à Bastia ou à Lyon la semaine passée. Ça a été encore le cas ce week-end à Belgrano, il me semble. Est-ce que tu peux nous en dire plus? À Cordoba, oui, exactement. C'était. Écoute, ça s'est passé à. Juste une raison de signaler. Belgrano, c'est un club de Cordoba. D'accord, la ville de Cordoba. C'est une ville. Ouais, exact. Et donc c'était le derby entre Belgrano et Talleres. Et ça se passait donc dans le stade de Belgrano. Et en fait, on pensait au début que c'était un hincha de Talleres qui était dans la tribune de Belgrano et qui s'est fait lyncher par les supporters locaux. Et en fait, non, pas du tout. C'était un supporter de Belgrano qui avait eu un différend avec un autre supporter, en parenthèse, si on peut appeler ça comme ça maintenant, il y a 4 ans avec son frère. Et qui était mort dans un accident de voiture il y a quelques années. Donc ça s'est passé ainsi, il l'a revu et puis l'autre pour se défendre a dit c'est un supporter du Talleres, il faut faire quelque chose et tout, et donc il en met 4-5 joueurs avec lui, 4-5 pseudo-supporters, et ils l'ont balancé au-dessus de la balustrade, il est tombé sur la tête et il a eu une commotion cérébrale et on pensait qu'il allait s'en sortir, et au bout de 3 jours, 2 ou 3 jours d'attente, rééducation, il n'a pas réussi à s'en sortir et il est mort hier, quoi. Et c'est pas la première fois, hein, si on y repense. Depuis 2013, c'est quand même le 40e mort dans un stade en Argentine. Donc, tu vois, c'est pas depuis hier qu'il y a des morts. Hein. C'est énorme. Et le gouvernement et la police. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. La violence, malheureusement, avec les Barras Bravas, c'est quelque chose de récurrent en Argentine. Et on peut même dire que c'est quelque chose qui gangrène les institutions, notamment jusqu'aux institutions des plus grands clubs, puisqu'il se dit que l'importance de certaines Barras Bravas vont jusqu'à
influencer sur la gestion des clubs professionnels. Exactement. Il y avait ça. C'est le 40e mort, donc Emmanuel Balbo depuis 2013 et des mesures ont été prises par le gouvernement argentin et avec l'AFA, mais ça, tu vois que peu de choses sont abouties et puis on dit même que les personnes qui ont fait ça à ce Cincha ce week-end vont pas être poursuivies ou alors on va les poursuivre, mais vraiment petit à petit, quoi. Donc, il y a des gens déjà qui disent que la justice est corrompue et que on va rien faire pour. Donc, c'est un désastre de ce côté-là au niveau de la justice et de la sécurité dans les stades argentins, que ce soit en première division ou dans les autres divisions où il y a aussi des problèmes, quoi. Ouais, Rodolphe, c'est ça la question que j'ai envie de te poser. Est-ce que les clubs argentins essayent de faire quelque chose pour virer ces barras bravas qui n'ont rien à faire fondamentalement dans un stade de football, quoi? Je pense oui et non. Ils le savent très bien ce qui se passe, hein. Il y a des clubs qui le savent très bien. Il y a eu des problèmes il n'y a pas longtemps encore, même au Racing, hein, où il y a la barra brava de la Guardia Imperial qui a lâché un de ses supporters qui avait du mal de cette barra brava. Donc oui et non, ils le savent très bien. Après, ils savent que s'ils font quelque chose, ils vont s'en prendre prendre plein la tête directement. Ils ont la pression de ce côté-là parce que derrière, il y a des finances qui tournent, il y a un marché noir et autres, donc qui sont liés à ça, quoi. Juste pour préciser, quand on parle de lynchage par des Barras Bravas ou même certains autres groupes de supporters en Amérique latine, on parle de passage à tabac, de dénudage, généralement un truc qui se fait énormément, c'est de mettre la personne nue, et parfois des sévices sexuels, des attouchements sexuels. Donc voilà, c'est pas du petit, c'est pas une petite tape. Non, c'est pas juste exactement. Donc ça c'est un peu pour la partie négative de cette fin de semaine et depuis 2013 et même bien avant, quoi. Bon, avant de te quitter, quand même, on a envie de te poser une question, Rodolphe, puisqu'on rappelle que tu es que tu diriges le compte Racing France du Racing Avellaneda. Comment va le Racing? Ouais, dis-moi tout. J'attendais cette question. Écoute, depuis l'arrivée de Diego Coca en début d'année de notre cher étang de championnat colombien, écoute, tout va bien. Ça avait mal commencé avec une défaite à Belgrano et on s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a bien fait de son retour? Parce que des fois, on sait que les retours de coach ou de joueurs qui ont marqué dans le passé, ça se passe mal. Et en fait, à part cette défaite, écoute, tout se passe bien malgré la blessure de Licha Lopez qui doit revenir fin de cette semaine pour jouer contre l'Atlético Tucumán. Écoute, ça revient bien. On est en train de remonter. La triplette devant Lautaro Martinez, qui est vraiment un joueur qu'il faudra suivre et qui va peut-être aller en Europe avec Marcos Acuna fin de cette saison, marche vraiment bien. Il forme un super duo avec Gustavo Bou devant. Il a vraiment pris l'expérience et il a supplanté même Licha Lopez. Et il forme un super duo. Et derrière, tu as Marcos Acuna qui continue les passes décisives. Il est à sa 7e. Donc, on espère que ce soir, avec le match en retard contre Tigre, qui est de 1 partout à la 23e minute, qu'ils doivent reprendre parce qu'il avait plus des trombes des mètres la semaine dernière à Buenos Aires. Donc, s'ils gagnent ce soir, ils vont revenir 6e. Et ils seront à 2 points du podium, donc ils seront à 2 points de River Plate. Donc écoute, rien n'est fait et je pense qu'ils peuvent vraiment finir en trombe, malgré qu'il y ait des gros matchs, hein. Ils vont se prendre San Lorenzo, ils vont se prendre River Plate, ils vont se prendre le Classico d'Avellaneda contre l'Independiente dans quelques journées. Donc ça va vraiment être beau, mais ils sont de retour. Ça va être costaud, mais ma foi, on sait qu'on peut les suivre en compte français sur Twitter, donc Exactement, FR Academia. Voilà, FR Academia, qui attend avec impatience le retour de Lisandro Lopez ce week-end, il me semble. Ma foi, merci Rodolphe. Et voilà, on se retrouve plus sur le championnat argentin au soir de la 20e journée. Nous allons maintenant partir, ma foi, prendre un avion et partir au nord du continent, du côté de la Colombie, où Pierre nous attend pour nous présenter la Liga Águila, qui jouait sa 13e journée ce week-end.
Alors, Pierre, du coup, 13, porte-bonheur ou mauvais œil pour quelles équipes? Ah, ça dépend pour qui. En fait, il y a l'Atlético Nacional qui a un match en moins contre Junior, les Juniors de Barranquilla, qui reste à placer. Mais je vais faire un peu mon prof d'histoire géo un peu chiant pour parler du championnat, parce que je pense que c'est un championnat qu'on doit recontextualiser, on doit bien expliquer et bien le mettre dans le contexte. Donc la Colombie, pour vous situer un peu, tu l'as bien situé, c'est au nord de l'Amérique du Sud. C'est surtout un pays qui est traversé par 3 cordillères des Andes. Là, ouais, c'est la cordillère des Andes qui se divise en 3 parties. Ce qui fait que c'est un pays en fait où tu as des énormes variations entre les équipes, des variations d'altitude et donc des variations de température, parce qu'il n'y a pas de saison, en tout cas pas dans le sens comme vous connaissez vous. Quoique, si je peux me permettre, jouer à Lille ou à Marseille ou à Nice, c'est pas la même chose. Enfin, bon, Exactement. C'était pour te taquiner, je t'en prie, continue. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu peux te retrouver à jouer à Barranquilla qui est presque au niveau de la mer, il n'y a pas la mer, donc où tu tapes un bon 35 degrés, et tu peux te retrouver à jouer à Tunja qui est au nord de Bogota à 2800 mètres d'altitude. C'est la région de Nairo Quintana, hein, pour D'où situer un peu le truc. D'où les talents du petit grimpeur de la Movistar. Exactement. Quand tu vis à 2800 mètres d'altitude et que dès que tu veux sortir ta voiture, bah, ça monte ou ça descend. Évidemment, ça dépend de sens. Donc voilà, c'est assez compliqué. Tu as des variations de niveau et de température entre les équipes qui est assez impressionnante et c'est assez unique, quasiment unique ici en Amérique latine. Donc je pense que ça permet de bien vous situer le truc, quoi. C'est jouer à 2800 mètres. C'est grand. La Colombie, il me semble, c'est plus grand que la France. Oui, c'est bien plus grand que la France. Et ce qui explique que bah, ouais, tu peux jouer à 2800 mètres à 10 degrés et jouer au niveau de la mer à 0 toute l'année, bah forcément, ça te permet de. C'est pas la même chose, quoi. Ça te permet de jouer sous différentes ambiances, mais généralement, les clubs en altitude ont beaucoup de mal au niveau de la mer et inversement. Du coup, voilà, donc c'est un championnat où jouer domicile à extérieur a énormément d'importance. Mais d'ailleurs, justement, ce championnat se joue à 20 équipes. C'est comment fonctionne ce championnat? C'est un championnat classique ou c'est un espèce de pataquès comme en Argentine? Non, c'est pas un pataquès, c'est pénible. Au niveau de l'organisation, tu as championnat d'ouverture et de clôture, hein. Ça s'appelle Liga Aguila 1 et Liga Aguilas 2. Et en fait, tu as 20 équipes et tu as 20 journées. C'est-à-dire que tu rencontres 2 fois une équipe. Généralement, la D-Mayor, qui est l'équivalent de la LFP en France, celle qui gère le championnat, elle fait une journée de super classico. C'est-à-dire la D-Mayor fait s'affronter les équipes qui sont géographiquement les plus proches. Donc les 2 équipes de Medellín, les 2 équipes de Bogota, les 2 équipes de la banlieue. Si je comprends bien, on est un peu comme au Mexique, par exemple, où il y a un championnat, enfin il y a deux phases de championnat. Donc il n'y a pas d'aller-retour dans un premier temps, il n'y a qu'un match aller, ici l'extérieur. Donc il y a ces matchs-là, de 19, plus une journée spéciale derby. C'est ça, c'est exactement ça. Et après les 20 journées, tu as quart de finale en aller-retour, demi-finale en aller-retour et finale en aller-retour. C'est-à-dire que sur les 20 équipes, tu en as 8 qui se qualifient pour les quarts de finale avec un système de tête de série, hein. Les 4 premiers sont tête de série, donc elles ne peuvent pas s'affronter. Donc, premier rencontre de 8e, deuxième rencontre de série. Non, tu as les 4 premiers qui sont de série et après, c'est un tirage au sort. C'est pas comme le playoff, c'est pas comme en NBA. En playoff, tu as un 8, etc. Non, là, c'est les 4. Le championnat mexicain fonctionne comme ça aussi. C'est-à-dire qu'ils sont 8 à se qualifier, le premier rencontre le 8e, voilà, etc. C'est pour ça que je demandais ça. Mais là, il y a un tirage au sort. Donc. Un tirage au sort, ouais. Et ce qui fait que si tu veux être champion, faut te taper tes 20 matchs, faut te taper tes 2 quarts de finale, tes 2 demi et tes 2 finales. Ce qui fait que ça te fait 26 matchs. Pour être champion, ça pose des problèmes et je pense que c'est un frein pour le bon rendement des équipes colombiennes sur la scène continentale. Parce que tu
26 matchs en une demi-saison, c'est plus la coupe. Avec la coupe, c'est un système aussi qui est fort avec des poules, en tout cas pour les équipes, la plupart des équipes. Donc, ce qui fait que tu te retrouves avec énormément de matchs pour être champion, et c'est un frein, quoi. Ça demande des effectifs, et des effectifs pléthoriques ou au moins importants, d'avoir presque 2 équipes types. Ce qui souligne l'exploit de l'Atlético Nacional l'année dernière, qui a été champion de Colombie, il me semble, Libertadores. Ah non, alors, non, en fait, justement, ils n'ont pas gagné le titre en Colombie, mais l'exploit, c'est qu'effectivement, ils sont allés en demi-finale de la phase aller, demi-finale de la phase retour. Ils sont allés au bout en Libertadores. Bon, ils ont fait la finale de la Sudamericana. Ce qui fait que ça explique surtout pourquoi l'Atlético Nacional s'est pris une gaufre en Coupe du Monde des clubs. Quand ils sont arrivés au Japon, voilà, contre Kashima, ils sont arrivés, c'était leur 83e ou 84e match de la saison. Oui, donc du costaud. Ça n'a pas de sens. Pour vous donner un exemple, là, Monaco, s'ils vont en Ligue des Champions, à peu près 60 matchs, quoi. Un peu plus de 60 matchs. Ce qui fait que c'est totalement ridicule de te retrouver à taper 82 matchs dans une saison. Enfin, c'est assez costaud. Alors là, on parle de l'Atlético Nacional, donc qui est un des mastodontes de la Liga Águila, mais j'imagine que c'est pas la seule grande équipe de ce championnat. Et donc, comme on est sur une phase de présentation du championnat colombien, Pierre, qui il faut suivre en Colombie, qui sont les favoris, qui sont les outsiders, et aussi rapidement, où en est-on du coup au bout de 13 journées? Alors, pour te situer, tu as 3 clubs historiques ici. Donc, l'Atlético Nacional, le club le plus titré, qui a gagné de Libertadores, qui est un club de Medellín, qui est la deuxième ville du pays. Tu as le deuxième club qui est Millonarios, club de Bogota, la capitale, qui a vécu sa grande époque. Alors, ça remonte à fort longtemps. C'était au début des années 50 avec l'époque El Dorado. Ils ont été sacrés meilleure équipe du monde. C'est un titre qui n'existe plus aujourd'hui, mais ils ont été sacrés meilleure équipe du monde en 51-52. Si ma mémoire est bonne, c'est voilà. Connaissant bien les clubs latinos, j'imagine qu'ils s'embêtent pas pour le crier sur tous les toits, même si ça a plus de sens de le dire aujourd'hui. Ils le disent plus trop, Millonarios. Je vais t'expliquer dans 2 minutes pourquoi. Mais voilà, ils avaient notamment Alfredo Di Stefano, joueur historique du Real de Madrid, d'Argentine. Donc, c'était la grande époque de Millonarios. Durant l'histoire, ils sont, depuis le début du championnat professionnel en 1948, voilà, Millonarios, ils sont toujours là. Ils ne sont jamais descendus en D2. Et ils montent et ils descendent. Ils ont eu des grosses périodes. Et là, en fait, depuis la fin des années 80, c'est beaucoup plus difficile, que ça soit au niveau du terrain et surtout au niveau des finances. C'est un club qui est complètement ruiné. Et ils ont déjà été renfloués, on va dire, par les supporters au début des années 2010. Et là, ils ont à nouveau des gros problèmes de gestion. Ils sont en train de voir, le président, il va probablement sauter parce qu'ils ont une dette colossale. Et sur le terrain, ça se passe pas très bien non plus. Là, ils viennent d'enchaîner un 5e match sans défaite. Ils ont un entraîneur argentin. Sans victoire. Oui, pardon, 5 matchs sans victoire. Et ils ont depuis que Coca est retourné en Argentine, ils ont pris Rousseau qui a gagné la Libertadores avec Boca. Mais ça marche pas bien, et notamment à l'extérieur où là, ils ont joué 7 matchs à l'extérieur. C'est compliqué. Et tu nous as parlé de trois grands Colombiens. Donc, l'Atlético Nacional, Millonarios, et quel est le troisième donc? L'América de Cali qui vient de remonter. Voilà, c'est ça. Ils ont passé un sacrée période au purgatoire. Pardon? Ils ont passé une sacrée période au purgatoire. Ça se compte en plusieurs années. Ils ont fait 5 ans. 5 ans de frigo en deuxième division. L'América, c'est un club qui a eu beaucoup de mal à se remettre, et ça, il faudrait que j'en parle.
voilà, une prochaine fois, comme vous l'imaginez bien, le football colombien était gangréné par les cartels à la fin des années 80, enfin, dans les années 80 de manière générale. Et l'América a beaucoup souffert de ça, et notamment de la politique, parce qu'à l'époque, les cartels de Cali qui géraient l'América achetaient beaucoup d'étrangers à surpayer. Ils ont explosé les budgets, avec notamment Gareca, hein, El Tigre, et l'actuel sélectionneur du Pérou. Et donc l'América, après cette époque, a eu beaucoup de mal à s'en remettre sur le terrain. Et là, ils viennent de remonter. L'América, c'est un club qui a des supporters partout dans le pays. Il n'y a pas longtemps, ils ont joué contre une petite équipe de Bogota. Ils ont été obligés de délocaliser au Campín, qui est le stade, le stade qui fait 40 000, le grand stade de Bogota. Et le stade était rouge aux couleurs de l'América. C'est à domicile à l'extérieur. Ouais, ça serait très difficile à expliquer à Franck Ribéry, ça. Ouais, ah oui, ça c'est à domicile. Ouais, domicile à l'extérieur quand on reçoit, mais pas. Enfin bref, c'est assez compliqué. Donc là, tu nous as rappelé donc les trois gros historiques colombiens, mais et on va pas tarder à terminer sur la Colombie là-dessus. Régulièrement, depuis quelques années, sur la scène continentale, on ne voit pas que ces trois-là. On voit, ça c'était les historiques, mais régulièrement en Libertadores, on voit Once Caldas, on voit Santa Fe pas mal en ce moment. Ouais, Santa Fe qui est champion en titre. Ouais, alors Caldas, c'est un peu plus difficile. Ils ont gagné une Libertadores en 2004 par accident. Non, ce qu'on voit beaucoup, c'est le DIM, le Deportivo Medellín, qui est l'autre club de la ville, et qui était entraîné par Leonel Alvarez, qui a été champion de la Liga Águila 1 l'année dernière. Et là, ils ont récupéré un entraîneur argentin très bon qui était au Mexique, et Luis Zubeldia. Et alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas en Libertadores, mais c'est un club qui joue très bien. Si vous les regardez, alors, bon, pas ce week-end, ils ont gagné, mais c'était une purge. Mais sinon, le DIM, c'est une équipe qui joue globalement bien au football. Là, cette année, qui a récupéré Quintero, l'ancien Juan Fernando. Ouais, alors il a toujours quelques petits problèmes de surpoids, mais il joue. Ouais, il joue. Là, il a été blessé pendant un mois, mais là, il est revenu. Donc, c'est ce week-end face à Rio Negro, qui est dans la banlieue de Medellín. Et puis, Luis Zubeldia, il a coaché le Racing. Ça peut qu'être un bon entraîneur. C'était bref, mais il l'a coaché. Ça a été bref, mais il était au Racing. Zubeldia ? Ouais, une année. Ouais, et il est parti au Mexique, mais c'est un vrai bon entraîneur. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Rodolphe. Mais, après, il était à Quito. Ouais, après, il était à Quito avant le Mexique. Ouais, il est allé Santos. Il a fait la LDU de Quito avant Santos Laguna. Ouais, et ces équipes jouent globalement bien au football. Hein. Exact. Voilà, ça cherche pas à balancer. Ouais, non, exact, ça bien. Ça joue bien. Ça joue bien au ballon, c'est une équipe séduisante, donc je ne sais pas là pourquoi ça ne marche pas en Libertadores, mais je pense que voilà, ils vont être aidés par le retour de Quintero et de leur avançante, Léo Castro, qui s'est fait les croiser. Mais non, le DIM, ça joue bien et on les voit régulièrement. Et alors, l'année dernière, ils ont fait un bon parcours en Sudamericana, c'est Junior, mais Junior, là, cette année, c'est le néant complet. C'est n'importe quoi. Mais voilà, c'est les équipes qu'on voit régulièrement, avec Santa Fe, évidemment, qui a gagné la Sudamericana en 2015 et qui, là, est en Libertadores, qui joue ce soir face à Santos. Donc, Santos, le Brésilien en Libertadores. Exactement, au Campín. Donc, ouais, Santa Fe, c'est une équipe qui n'est pas spectaculaire, mais c'est solide. Qui est présente, c'est des résultats. C'est solide, c'est chiant à jouer. Donc voilà les équipes à suivre en Liga Águila en Colombie. Et juste pour terminer, si tu peux nous faire un point sur où on en est dans ce championnat. Alors, tu as le National qui a joué 12 matchs, qui est premier, qui est qualifié, qui a 14 points d'avance sur le 9e. Donc, ils ont validé le billet. Il y a le DIM qui a quasiment un pied, qui suit, qui a 4 points, de l'Atlético Nacional, mais qui a quasiment aussi un pied en play-off. Et après, tu as des bonnes surprises. Tu as Pasto, qui est 3e. Pasto, c'est à la frontière avec l'Équateur. Alors, Pasto, ils ont récupéré un arrivage de Bucaramanga l'année dernière, dont l'entraîneur Flavio Torres. Et c'est assez agréable à jouer, c'est cohérent.
Et donc, ils ont une bonne chance de voir les playoffs. Après, dans les gros, on retrouve l'América qui est 7e, qui se bat pour pas descendre. Parce que le Deportivo Cali, Santa Fe. Un peu bâtard. Tu as le Deport Cali, qui a un nouveau coach et qui commence à jouer, au football. Parce qu'avec Mario Yepes, l'ancien défenseur de Nantes et du PSG, c'était pas ça. C'était le Deportivo Cali, Santa Fe qui vont se qualifier sans difficulté, je pense. Et puis tu as Raguares qui est au milieu, qui est une équipe aussi qui se bat pour pas descendre et qui est là un peu par surprise, par hasard. Et puis tu as Patriotas. Patriotas, forcément aidé par un bon parcours à domicile, qui est le club de Tundra à 2800 mètres qui. D'accord, d'où ton point géographique du début. Exactement, parce que c'est pas très beau à voir jouer. Je pense que ce serait un niveau lambda si elle était un niveau un peu plus bas en altitude. Là, Patriotas, c'est une équipe qui joue là-dessus et qui devrait se qualifier pour les quarts de finale grâce à ça. Affaire à suivre donc en Colombie. Et merci beaucoup Pedro de Colombia pour ce point et c'est pour cette présentation de la Liga Águila. Donc maintenant on va changer complètement de continent. Là on va carrément traverser le Pacifique pour aller rendre visite à Baptiste en Corée du Sud. Bon alors là pour le coup on est vraiment sur l'esprit du carnet opposé puisque pour l'instant on fait énormément d'âme sud. Que ce soit sur le dernier podcast ou pour le moment aujourd'hui. Et le carnet opposé, c'est pas que l'Amérique latine, c'est aussi de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique du Nord. Donc enfin, on va pouvoir parler un petit peu de championnat asiatique. Et comme je pense que la K-League est assez quelque chose d'assez inconnu pour beaucoup d'entre nous, je ne vais pas me risquer sur une présentation alambiquée à faire des jeux de mots. Baptiste, la K-League, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? La K-League, c'est comment dire, on pourrait appeler ça la fédération, enfin la ligue coréenne. C'est-à-dire que la K-League se divise en deux championnats. On a le classique qui est la première division et on a le challenge qui est la seconde division. Et donc ces deux championnats s'appellent K-League. Voilà. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler la LFP en France. Et donc, c'est un championnat qui se joue à combien d'équipes ? Alors, en première division, ils sont 12. Et c'est un championnat qui a une organisation assez particulière parce que les 12 équipes s'affrontent 3 fois chacune dans la saison. On a une première partie de 33 matchs. Et après ces 33 matchs, le championnat est divisé en deux. On a les 6 premiers qui vont se réaffronter encore une fois. Donc ils rajoutent 5 matchs pour arriver à 38 journées. Et les 6 derniers vont se réaffronter entre eux une fois aussi. Et pour eux aussi atteindre 38 matchs. Comme ça, on a un championnat où les 6 premières équipes vont jouer le titre. Et un autre championnat où les 6 derniers vont jouer la relégation. Et alors, c'est la K-League, le championnat coréen, pour les amoureux de Football Manager, c'est quelque chose d'assez ancien. C'est quand même un championnat assez historique en Asie. Combien d'années elle a cette K-League ? Alors, très franchement, la K-League en elle-même, je pense qu'elle doit être à peine entre un peu plus de 20 ans. Mais ça, c'est vraiment cette organisation-là, en fait. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un championnat, mais qui ne portait pas le nom de K-League. Le football coréen est tout le temps en train de changer, en fait. Ça change régulièrement. Par exemple, avant, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on n'avait pas de relégation. On était à 10 équipes, parfois on est à 8 équipes, parfois on est à 9 équipes. Enfin, ça change tout le temps. Donc là, depuis quelques années, 5-6 ans, on commence à vraiment se stabiliser et à retrouver le championnat qu'on connaît actuellement. Mais c'est une grande mutation. Comment t'expliques cette instabilité du coup ? Je pense que ça vient du fait que le foot n'est pas le sport numéro 1 dans le pays. Donc en fait, les problèmes économiques sont très importants. L'argent ne circule pas beaucoup. C'est très très pauvre. Donc en gros, ils ont une équipe.
Si ça fonctionne pas, bah, ils s'en occupent plus et l'équipe va tomber. Problème de finances, donc l'équipe disparaît. Ensuite, on a envie d'une équipe de foot, on va en monter une, on va être intégré à la K-League. Si au bout de 6 mois, ça nous intéresse plus, on la laisse mourir. Enfin, voilà, c'est plein de choses comme ça. Ils ont des grands stades, donc ça leur coûte énormément, mais personne ne vient, donc ils n'ont pas de retour sur investissement. C'est voilà, c'est assez particulier. C'est surtout un manque de reconnaissance de la population envers le football. Oui, les taux de remplissage sur les stades de la Coupe du Monde 2002, c'est de l'ordre de combien? Alors, ça dépend. Ça dépend. Il y a un gros paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a des stades. Enfin, globalement, c'est très bas. Ça doit être. Par exemple, à Séoul, le stade fait 47 000 places. On va dire que chaque week-end, il y a entre 10 et 15 000 personnes. Donc, c'est pas énormément. Mais il y a un paradoxe, c'est que quand il y a le gros match sud-coréen, qui est entre Séoul et Suwon, c'est rempli. Voilà, c'est le seul match qui remplit un stade. Et on ne sait pas vraiment pourquoi ce match-là remplit, les autres ne remplissent pas. Mais globalement, c'est très très faible. Il y a même des matchs qui se font devant 200 personnes dans un stade qui fait 20 000 places. Baptiste, Vas-y. ça vaut combien une place en Corée du Sud pour avoir un ordre d'idée? Est-ce que c'est justement à cause de ça que le stade est vide ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir parce que les places, ça part de 5 euros. Si je fais une conversion très large, hein, c'est un peu moins de 5 euros et tu peux monter jusqu'à moins de 20 euros. Et moins de 20 euros, c'est comme si tu étais un VIP, quoi. Ok. Ah Sinon, ouais, la moyenne d'une place, c'est 10 euros, quoi. C'est vraiment pas cher. Ouais. Je crois qu'en Corée du Sud, c'est un peu comme dans certains pays qui ont été un peu américanisés. C'est quoi la place du foot face au baseball, en fait? Je pense que le baseball, c'est vraiment le top, le numéro un, le sport numéro un. Et le foot essaye de faire un petit peu sa place, mais a beaucoup de mal. Et je pense que le foot serait en concurrence avec le basket. C'est-à-dire que les Coréens. Alors, il y a le baseball. Le baseball, c'est le sport national. Et derrière, on aurait le basket à égalité avec le foot. Et le basket, c'est pas le basket coréen, c'est la NBA. Voilà. C'est. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un changement avec la Coupe du Monde 2002? Est-ce que ça a changé des choses ou finalement pas tant que ça? En fait, voilà, exact. Ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'ils voulaient surfer sur le fait d'avoir la Coupe du Monde 2002, pardon, pour que leur championnat se relance, puisse avoir une affluence. Et en fait, ça n'a absolument pas marché. Pendant la Coupe du Monde, il y a eu un engouement, puisqu'en plus, la Corée a fini 4e, donc c'était grand pour eux. Mais ça n'a pas poursuivi. C'est retombé tout de suite après. C'est un pays qu'on va dire le football de club n'existe pas en fait. Ils sont plus sur le pays, sur ce qui représente leur nation. C'est-à-dire qu'on aura plus de personnes pour aller avoir un match des moins de 20 ans que pour aller avoir un match de club. Et là, la Coupe du Monde des moins de 20 ans va avoir lieu en Corée du Sud à partir de mai. Il y aura beaucoup plus de monde dans les stades. Bon, je vous dis pas il y aura 70 000 personnes, mais il y aura plus de monde dans les stades que pour aller voir un match de K-League. Parce que c'est le pays qui est représenté. Et la sélection a rempli le stade ou pas quand tu es joué à la maison? Non, elle remplit pas. C'est pas plein. Il y a, je pense que sur 47 000 places, il y a, on va dire, c'est entre 20 et 30 000. Donc c'est beaucoup plus qu'un club. Mais non, c'est pas rempli à fond. Mais les Coréens se déplacent plus vraiment pour la sélection quand même. Et justement, on parlait de culture foot et l'importance du football par rapport aux Coréens. Et j'ai une question que je me posais, un peu plus littéraire, on va dire. Par exemple, au Japon, je sais qu'il y a une grosse relation entre le genre manga sportif et le foot. Et évidemment, par des choses qu'on connaît très bien en France, Olivier Tom, ça s'appelle le Captain Tsubasa, je crois, au Japon. Est-ce qu'il y a le même genre de storytelling sur le foot ou sur certains joueurs de foot en Corée? Alors là, non, je pense pas. C'est vraiment quelque chose qui appartient au Japon. En Corée, il n'y a pas vraiment ça. Non, il n'y a pas. Je vais pas trop me prononcer parce que je suis pas vraiment au courant de ça, mais je pense qu'il n'y a pas. D'accord. C'est vraiment, si tu veux, en fait, quand tu te balades en Corée, ce que tu vois vraiment en termes de sport, c'est vraiment le baseball. Partout. C'est leur sport. Je pense que s'il y aurait quelque chose de similaire au Japon, ça serait avec le baseball.
mais pas avec Ouais. le foot. Et ma foi, tu as parlé tu as donné 2 noms de clubs, donc la chose était lâchée. Un peu la même question pour la Colombie. Quelles sont les grandes institutions footballistiques, les grands clubs coréens? Alors, le plus grand club coréen, ça serait le Songnam FC, mais qui a été relégué l'année dernière, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un article sur Lucarne Opposé. Donc, ça, c'est le plus grand club, c'est-à-dire c'est le plus titré. 7 championnats, ils ont je sais plus, 2 ou 3 Ligues des Champions asiatiques. Voilà, c'est vraiment le gros club le plus titré. Bon, en ce moment, ils sont en deuxième division. Sinon, en première division, on a actuellement Jeonbuk, qui est le gros club depuis 3 ans qui domine le football coréen, qui a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. On a aussi le FC Seoul, qui est le champion en titre, parce que l'année dernière, ils ont gagné le titre parce que Jeonbuk a eu des problèmes de corruption, ils ont perdu des points. Enfin voilà, C'était quel problème de corruption? Déjà, je me souviens avoir vu ça sur les cartes opposées, mais c'était juste pour nous expliquer rapidement. Alors en fait, l'année dernière, Jeonbuk il y avait une enquête sur un club de seconde division qui avait eu qui avait essayé d'acheter des arbitres pour gagner des matchs et se sauver. Et au cours de cette enquête, ils ont réussi à remonter sur un recruteur de l'équipe de Jeonbuk qui avait lui aussi essayé d'acheter des arbitres pour la saison 2013, ce qui fait que Jeonbuk a payé ses erreurs de 2013 en 2016, lui faisant perdre le titre en 2016 et le donnant au FC Seoul. D'accord. Donc Jeonbuk, FC Séoul, Jeonbuk, Séoul, Sangdong, c'est ça? Songnam. Pardon, qui est descendu. Et tu as parlé des Suwon. Ouais, Suwon Blue Wings. Alors ça c'est un club qui est connu surtout pour appartenir à la grande entreprise Samsung. C'est le rival du FC Seoul. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez voir un vrai match de foot, enfin une vraie ambiance de foot, c'est face à Suwon, entre le FC Seoul et Suwon. C'est un club qui a gagné 4 championnats, donc c'est pas ridicule. C'est le 4e. Au palmarès, c'est le 4e, juste derrière les Pohang Steelers. Voilà. Mais en ce moment, Suwon est un petit peu en difficulté sportive, économique, parce que Samsung commence un petit peu à délaisser son équipe. Donc, c'est pas la joie de ce côté-là, mais ça reste quand même, quand ils affrontent le FC Seoul, un gros match. Tout le monde va au stade, tout le monde veut voir ça. Et en plus, l'année dernière, ils ont gagné. Il y a eu la finale de la coupe entre Seoul et Suwon a gagné sur la pelouse de Seoul. Donc, ça a fait le bonheur des dirigeants de Samsung. Depuis tout à l'heure, tu prononces Séoul. Ouais. Alors en fait, c'est la vraie prononciation de la ville. C'est ça. Quand je suis allé, là, je reviens de Corée du Sud, et quand je parlais aux Coréens, je leur disais que je trouvais que Séoul était joli. Ils ne comprenaient pas ce que voulait dire Séoul. Et donc, j'essayais de leur expliquer que je parlais de la ville où on était actuellement, et ils me disaient « Ah, c'est Seoul ». Voilà. Ça ne se prononce pas. En fait, le « et » ne se prononce pas. Ça se prononce « so » et « oul ». Seoul. D'accord. Okay. Et moi, j'ai une question, Baptiste, juste pour revenir là sur la popularité du football. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple, Son, le joueur de Tottenham, quand il vient dans la rue en Corée du Sud, il est reconnu, il sera important ou ce sera un... Oui, alors pour le coup, lui, les Coréens ont toujours une grande star en fait, une idole. Il y a eu le j'ai oublié son nom. Park Ji-sung, merci. Et la relève, c'est Son Heung-min. Voilà, c'est-à-dire que le mec, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si on parle de foot, on parle de Son Heung-min. Voilà, c'est ça. Quand on est dans le contexte ailier ou attaquant de Tottenham. Voilà. Et quand on va dans le stade, il touche un ballon, que ce soit dans sa surface, que ce soit à 50 mètres du but, ça va crier. C'est-à-dire que le gars, c'est une idole. C'est le joueur de foot. C'est incontournable. C'est incroyable. C'est autre chose de très culturel, une question que je me posais. Dans les stades asiatiques, il y a un son très particulier. Chaque fois qu'une idole touche la balle, qu'il y a un but, c'est très, très aigu, très strident. Ouais, c'est les filles. C'est lié à quoi? C'est les filles. C'est-à-dire qu'il y a énormément de filles qui vont au stade.
C'est pour voir l'idole. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, c'est un petit peu c'est un petit peu le côté entertainment asiatique, c'est-à-dire que quand ils ont une star masculine ou que ce soit féminin, pareil avec les garçons, le sexe opposé va énormément s'y intéresser, le trouver beau, etc., crier quand ils vont le voir. Et là, c'est vraiment les filles qui crient dans le stade dès qu'elles voient Son Heung-min toucher le ballon. Ah, c'est lui, il est beau, il est magnifique. Voilà. Et elles se baladent avec des masques de Son Heung-min sur la tête. Voilà. C'est assez particulier, hein, mais c'est leur truc. Et ce joueur-là est vraiment une immense star dans le pays. Alors, il me semble que tu nous as parlé un peu de la sélection et de l'engouement pour les Coréens, plus pour le national que la ville, que le club. Donc, la sélection, voilà, tu avais envie de nous parler de la sélection. La sélection, aujourd'hui, elle est seconde de son groupe de qualification, mais elle est talonnée par l'Ouzbékistan. Et donc, selon toi, je vais te demander de rester poli, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient énormément à cœur. Tout ne tourne pas comme ça devrait tourner. Exactement. Je vais être poli, mais je vais juste donner le surnom du sélectionneur actuellement donné par ceux qui parlent anglais. Il s'appelle Uli Stielike et il l'appelle Uli Schittelike. Voilà, c'est juste le sentiment envers cet entraîneur qui prédomine en Corée, c'est-à-dire qu'ils n'en veulent plus. Ils comprennent pas en fait ce que veut faire cet entraîneur avec cette équipe. Le championnat coréen est le meilleur en Asie, ou l'un des meilleurs avec le Japon, et pratiquement aucun joueur de ce championnat n'y apparaît dans l'équipe nationale. On a énormément de joueurs qui jouent au Moyen-Orient ou qui jouent en Chine, qui sont dans cette équipe, qui n'ont pas le niveau, c'est clair. Et en plus, Stelike essaye de mettre en place une tactique que personne ne comprend et qu'il essaye d'expliquer par la très belle phrase « Je veux jouer comme une équipe européenne ». Donc, ça ne veut absolument rien dire. On ne sait absolument pas ce qu'il veut faire. Il change à chaque match. C'est n'importe quoi. Il passe son temps à remettre la faute sur les autres, à critiquer ses propres joueurs. Il a quand même osé dire qu'en Corée, il n'avait pas de numéro 9 aussi fort que le numéro 9 du Qatar. Donc, pour ces joueurs, c'est un très beau message. Hein. Ils ont tous apprécié, surtout Son Heung-min qui peut jouer 9. Donc, voilà. Les relations entre les joueurs et l'entraîneur ne sont pas bonnes. L'entraîneur est pas bon, c'est clair, il est pas bon. On va sur on comprend rien et on va sur une sortie de Stilke quand même, ou ça va être dur de s'en débarrasser? En fait, on comprend pas. Déjà en plus, c'est l'entraîneur qui est resté le plus longtemps en place en tant que sélectionneur de la Corée du Sud. Donc c'est quand même quelque chose d'assez surprenant quand on sait qu'il est critiqué, il est autant critiqué. Après le match contre la Chine où la Corée du Sud a perdu lamentablement, la fédération lui a dit on a confiance en lui, il reste en place. Il gagne contre la Syrie et la fédération dit on va étudier son cas, on va peut-être le virer. Donc on ne comprend même pas ce que fait la fédération. C'est-à-dire que le mec gagne, ils veulent le virer, le mec perd, ils veulent le garder. On ne comprend absolument rien. En plus, à chaque fois, ils font des réunions, ils réfléchissent. Et bien, ils le gardent, ils lui rajoutent des assistants. Donc là, ils en ont rajouté un nouveau. Je crois qu'il doit être 3 ou 4 assistants, des anciens joueurs. Donc ils sont, je ne sais pas combien ils sont dans cette équipe à faire l'équipe. C'est n'importe quoi. Rassure-nous, Baptiste, on va quand même voir la Corée du Sud comme tous les 4 ans à la Coupe du Monde. Ça va pas être simple, parce qu'il va falloir. Ça va se jouer avec l'Ouzbékistan et le match se jouera en Ouzbékistan. Donc, ça va être compliqué. Après, je pense qu'elle finira au minimum 3e, la Corée du Sud. Il faudra gagner le barrage. Et il y aura le barrage contre le 3e de l'autre groupe, le Khalif Asie. Et ensuite, un barrage face aux qualifiés de la CONCACAF. C'est CONCACAF CONCACAF rencontre. Non, CONCACAF rencontre l'Océanie. Non. C'est l'AM Sud qui rencontre l'AM Sud rencontre l'Océanie et CONCACAF Asie. C'est ça. Parce que le Mexique avait joué la Nouvelle-Zélande en 2004. Ouais, mais en fait, il y a des tirages au sort. En fait, la FIFA fait des tirages au sort et donc ça change. Voilà. Et là, cette année, le 5e de la zone AM Sud rencontrera le vainqueur des qualifs, l'Océanie et Asie CONCACAF.
Voilà, Ce sera dans ce sens-là cette année-là. Et pour terminer, Baptiste, déjà, vraiment, merci pour ce point Corée. Et puis, ce n'est que le début. On va suivre un petit peu ce championnat, puisqu'on le fait déjà sur lucarne opposée. Donc, pour rappeler le classement, je vais le rappeler rapidement, Jean Bouk Motors est donc premier avec 14 points, suivi des Pohang Steelers, 13 points. Du Jeju United, 11 points. Séoul, 9 points. Gangwon, 8 points, et Sangju Sangmu, 8 points. Sangju Sangmu qui a la particularité d'être un club militaire. C'est-à-dire que ce sont les joueurs qui font le service militaire qui jouent dans cette équipe. Ah, en effet, c'est assez particulier. Et du coup, pour terminer, si tu peux nous citer un ou deux joueurs particuliers à suivre dans ce championnat? Alors, on va en citer un qui joue à Jeonbuk et qui risque de partir cet été malheureusement. C'est Lee Jae-sung, c'est le futur du football sud-coréen. Pour moi, c'est actuellement le meilleur joueur qui joue en dehors de l'Europe. C'est le meilleur joueur sud-coréen qui évolue. Qui joue à quel poste? Alors, très bonne question. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut jouer partout. Son poste de prédilection, normalement, c'est dans le couloir gauche en attaque. Mais son entraîneur l'a replacé ensuite au centre, en meneur de jeu. Et l'année dernière, il a joué en récupérateur. Et il est bon à tous les postes. C'est un joueur qui, dès qu'il a le ballon, il sait faire quelque chose, il va accélérer le jeu, il va faire à une touche de balle, il fait une passe sublime. Enfin, franchement, pour moi, c'est un très très bon joueur. Mais qui risque là d'arriver en Europe. Et qui risque du coup d'attirer des recruteurs. C'est ça. Et du coup, en deuxième rapidement. Rapidement. Un qui va exploser cette année, ça va être Lee Chang-min qui joue à Jeju. Voilà, qu'il faudrait suivre du regard toute cette saison. C'est la saison où il va exploser et qu'il risque d'attirer des recruteurs. Merci Baptiste, au top pour ce point Corée. On va mettre un beau jingle K-pop au montage. Ah, tu pouvais pas y couper. Je te donnerai le son si tu veux. C'est parfait. Allez, donc maintenant, on va retourner sur le continent Sudan et on va faire un tour au Brésil. Je vous invite même sur ma terrasse, si vous voulez, à Belo Horizonte. Il y a Marcelin en hologramme, on va dire, qui vous y attend avec une caipirinha pour nous parler des magouilles de la CBF, donc la Fédération brésilienne de football. Então, Marcelin, fala meu irmão, qu'est-ce qui se passe avec la CBF? Alors en fait, la CBF a modifié ses statuts concernant l'élection du président de la CBF. Donc c'est une mesure qui n'a pas fait beaucoup de bruit parce qu'en fait ils l'ont faite le même jour que le Uruguay-Brésil où le Brésil s'était imposé 4-1 au Centenario. Et du coup ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Alors donc en fait l'ancien système de l'élection, c'était les 27 présidents des fédérations qui avaient une voix et les 20 présidents des clubs de Serie A qui avaient également une voix pour élire le président de la CBF. Donc la CBF, c'est pas une fédération, c'est une confédération qui regroupe les 27 fédérations d'État du Brésil. Et donc, avec l'ancien système, ils avaient la majorité pour choisir le président de la CBF. Il faut savoir que la CBF va financer en fait les fédérations, notamment les plus petites, et donc qui sont dépendantes de la CBF et de l'argent qu'ils peuvent recevoir pour financer des projets qui sont pas toujours accomplis du coup, parce que forcément, il y a de l'argent qui passe un peu en dessous aussi. Oh, c'est pas vrai. Ça arrive. Et du coup, pourquoi ce changement? Parce qu'en fait, il y a eu la loi Pro Foot en août 2015, donc qui était votée par les sénateurs et approuvée par Dilma Rousseff, qui était encore la présidente. Et donc dans cette loi, il y avait notamment un modèle de gestion plus transparent pour les clubs, en échange d'une aide au remboursement de la dette qui est assez colossale pour les clubs brésiliens. Et concernant donc le président de la CBF, il y avait la limite d'un mandat renouvelable et également le fait que les clubs de série B devaient participer à l'élection du président, ce qui faisait du coup qu'il y avait 40 voix pour les présidents de clubs qui sont majoritairement plutôt opposés à la CBF, contre 27 seulement pour les présidents des fédérations d'État qui devenaient du coup minoritaires. Donc la CBF a tenté de faire annuler cette loi, mais ça n'a pas marché, donc c'est pour ça qu'il y a eu cette modification. Mais du coup, pour tout bien comprendre, je pense qu'il faut revenir au 27 mai 2015, du coup avec l'arrestation de plusieurs membres de la FIFA, et parmi eux, José Marin, donc, qui était l'ancien président de la CBF, également député, avant ça il était député et gouverneur de Sao Paulo au sein de l'ARENA, qui était le parti de la dictature brésilienne, président de la fédération de Sao Paulo, puis vice-président de la
CBF. En mars 2012, son prédécesseur Ricardo Teixeira, qui était visé lui aussi par plusieurs enquêtes pour corruption, il a été forcé à la démission et du coup José María Marín a pris sa place. Marín qui s'est distingué 2 mois plus tôt, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, lors de la remise des médailles de la Copinha, qui est le championnat brésilien pour les jeunes. La Copa São Médaille aux joueurs. Voilà, exactement. Qui se joue, juste pour préciser, qui se joue, puisque les Brésiliens n'arrivent pas à rester même un mois sans foot, qui se joue entre le championnat national et les championnats d'État au mois de janvier-février. Exactement. Ouais, histoire d'avoir du foot toute l'année. Voilà. Et donc, à la fin de cette remise, en fait, il y avait un joueur qui est resté sans médaille. Et du coup, en revoyant les images de la télévision, on avait vu que Marín avait glissé une médaille dans sa poche. Donc, on est sur quelqu'un de très petit. Il voulait une médaille. Donc voilà, ça, on peut cerner un peu le personnage. Donc Marín était aussi membre du comité exécutif de la FIFA et du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Qui allait se et donc dérouler à la suite de l'enquête du... Exactement. Donc il a été arrêté à Zurich en 2015 pour des pots de vin reçus en fait lors de l'attribution des droits marketing pour plusieurs éditions de la Copa América et de la Coupe du Brésil. Il recevait de l'argent pour favoriser certaines entreprises. Son arrestation a été extradé aux États-Unis. Il a été ensuite placé en détention à domicile après le paiement d'une caution de 10 millions de dollars. Voilà, donc ça c'est pour Marín. Et donc son successeur Marco Polo Del Nero était également visé par l'enquête du FBI, sauf que lui, il était au Brésil. Du coup, il n'a pas été arrêté. Et comme il n'y a pas de coopération entre les États-Unis et le Brésil pour une extradition, tant qu'il reste au Brésil, il ne craint rien. Du coup, il ne quitte plus le Brésil depuis 2015. Sauf qu'il n'y avait pas seulement... J'espère que je suis assez clair parce que c'est assez compliqué. Non, on suit. Enfin, personnellement, je suis. Voilà, il n'y avait pas que le FBI qui menaçait Marco Polo Del Nero. Il y avait également le comité d'éthique de la FIFA qui a été forcé de mener des enquêtes suite aux investigations du FBI. Donc il y avait également une enquête qui était ouverte contre Marco Polo Del Nero par la FIFA. Visé par une CPI, on y reviendra un peu plus tard. Donc c'est une commission d'enquête parlementaire. Donc les députés se réunissaient pour mener une enquête sur les agissements de la CBF. Et donc comme il s'était menacé, c'est son poste vacant en fait de président de la CBF, l'opportunité de le reprendre plus tard. Et donc là c'est l'une des, enfin pas l'une des premières manœuvres, mais encore une manœuvre de la CBF, parce que le souci pour Del Nero, du coup, qui voulait quitter pour un moment la présidence de la CBF, c'est qu'il voulait nommer Marcus Vicente, donc qui était l'un de ses soutiens. Sauf que le règlement de la CBF précisait que c'était, parce qu'en fait il y a 5 vice-présidents de la CBF au Brésil, et donc si le président laisse son poste vacant, ça va être le plus âgé de ces 5 vice-présidents qui devient président de la CBF par intérim. Sauf que c'était Delfim Peixoto, donc Delfim Peixoto qui est mort dans l'accident de l'avion de la Chapée. Et lui, c'était un opposant à Del Nero. Il avait critiqué la corruption, même si lui-même n'est pas non plus, c'est pas le monsieur anti-corruption. Il était président de la fédération de Santa Catarina depuis 1985. Il avait justement été nommé vice-président de la CBF en 2015 pour avoir soutenu Marín, donc qui était emprisonné aux États-Unis. Et donc il était contesté au sein de sa propre fédération pour sa volonté vraiment de se maintenir au pouvoir. Il avait également offert un emploi à son fils et à sa belle-fille au sein de la fédération de Santa Catarina, alors que son fils avait été arrêté pour trafic de drogue, et il avait également agressé un journaliste assez violemment, puisque le journaliste avait suggéré qu'il choisissait en fait les arbitres pour les matchs au sein de l'État de Santa Catarina. Mais donner des emplois à des gens de sa famille, c'est quelque chose qui se fait partout dans le monde. Hein. Oui, il avait dit que c'était une entreprise privée, donc c'était pas un souci. Moi, Marcelin, j'ai une question parce que j'ai l'impression que cette fédération, cette confédération brésilienne me paraît gangrénée depuis un peu plus longtemps que ça. Et j'ai l'impression que tout est parti ou presque de João Havelange. Et j'ai l'impression qu'il a fait des petits. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut faire comme ça ou c'est trop simpliste? Ah bah non, c'est exactement ça. Parce que donc João Havelange, il accède à la présidence de la CBF en 58. Donc je pense que le problème vient de là. Et ensuite, c'est son beau-fils
Teixeira. Ricardo Teixeira qui prend la suite. Et là aussi, il a été forcé vraiment de démissionner à la fin pour corruption. Mais déjà dans les années 2000, on savait qu'il y avait par exemple avec Nike, qu'il y avait beaucoup d'arrangements pour le choix, par exemple lors des matchs amicaux, le choix des équipes ou même le choix des joueurs qui pouvaient être sélectionnés par les entraîneurs parce que ça permettait de faire grimper la cote de ces joueurs. Donc oui, depuis toujours, il y a des problèmes au sein de la CBF. Et comment on pourrait régler ces problèmes selon toi? Alors du coup, ça va être compliqué, parce que je vais y venir du coup après, parce que effectivement, du coup, on voit que l'enquête du FBI c'était mort. Juste pour finir sur du coup ce problème de Del Nero qui voulait pas nommer Peixoto à la tête de la CBF, ce qu'ils ont fait en fait, c'est que Marin, donc qui était détenu à domicile aux États-Unis, il était encore vice-président de la CBF et donc il a démissionné, candidat à l'élection, le colonel Nunes, en fait de 2 ans plus âgé que Delphine Peixoto. Et du coup, il a été élu vice-président, ce qui a permis à Marco Polo Del Nero de laisser son poste vacant. Et du coup, c'était le plus vieux des vice-présidents qui était nommé, donc le colonel Nunes qui en fait exécutait les ordres de Del Nero. Donc ça, c'est encore une manœuvre. Voilà, exactement. Au Brésil, on appelle ça un boi de piranha, un bœuf pour les piranhas. C'est-à-dire que c'est l'homme de paille, c'est-à-dire que c'était le bœuf que les explorateurs jetaient dans les rivières pour se faire bouffer par les piranhas et du coup passer tranquillement à côté. C'était le point culture. Alors du coup, vas-y. Comment arrêter ça, quoi? C'est ça la question qu'on a envie de se poser aujourd'hui. Exactement. Alors du coup, j'ai parlé un peu de la CPI, donc qui est une commission d'enquête parlementaire, donc qui est menée par les députés et qui mène une enquête pour essayer de contrer, du coup, investiguer sur les agissements de la CBF. Juste pour faire un petit point contexte, on rappelle que le Brésil, depuis 2 ans, 3 ans, est dans une période de grand tumulte par rapport à la corruption. Il y a que ce soit dans le football, dans le monde de l'industrie, dans le monde politique et économique, le pays est secoué par des grands procès et que c'est un peu la tendance du moment d'essayer de balayer tout le pays, toutes les institutions en termes de corruption. Voilà, et en effet, c'est lié entre politique et football, puisque cette enquête, il y avait des documents en fait à récupérer en Suisse et aux États-Unis, ça n'a jamais été fait. Ni Marco Polo Del Nero, ni Ricardo Teixeira, ni aucun dirigeant de la CBF n'est passé devant cette commission pour être interrogé. Et à la fin de la commission, il n'y a eu aucun rapport de publié. Donc au final, ça n'a servi strictement à rien. Et peut-être un élément pour comprendre un peu pourquoi. Donc, parmi ces députés chargés de l'enquête, il y avait Roberto Goes, donc, qui est député, mais qui est également président de la fédération de l'AMAPA, donc un petit État du Brésil, et qui était proche de Del Nero. Il était en fait pour la Copa América aux États-Unis en 2016. Il avait été invité aux États-Unis avec billets d'avion première classe, hôtel de luxe, billets pour les matchs, et même accès aux entraînements de la CSAO, tout ça payé par la CBF. Donc on comprend que ce député-là n'avait pas forcément envie de mouiller ses petits copains d'enquête. Et il avait été, ce député-là a quand même été condamné en mai 2016 à 2 ans de prison pour détournement de fonds publics. Sa peine a été aménagée et du coup il est toujours aussi bien député que président de la fédération de l'AMAPA. Il y a eu une autre enquête, alors du coup qui a été faite cette fois-ci par le Sénat. Et là, du coup, il y a un autre personnage, c'est Romario, qui depuis toujours dénonce la corruption aussi bien au sein du football que dans la politique. Et lui, du coup, il était président de cette autre CPI menée par le Sénat. Le chargé du rapport s'appelait Romero Jucá. Et alors, en fait, Del Nero refusait de se rendre devant cette CPI, mais il y a eu un vote des sénateurs pour forcer aussi bien Teixeira que Del Nero à se présenter devant la CPI. Donc on peut se dire que les choses vont avancer, qu'il va y avoir une vraie investigation. Sauf que le vote a été refusé en fait par le président du Sénat. C'était irrégulier parce que tous les sénateurs n'avaient pas voté et que les investigations étaient suspendues en attendant un nouveau vote qui en fait n'aura jamais lieu. Puisque en fait ils vont attendre que ça se passe et au bout d'un moment la CPI se termine et du coup il n'y a rien eu. Et donc après cette décision en fait plus tard, en fait, Marco Polo Del Nero, donc du coup qui avait laissé son poste vacant, il est allé voir la FIFA parce qu'il était toujours sur le coup de cette investigation du comité d'éthique.
Sauf que le comité d'éthique ne communique pas sur les enquêtes en cours. Marco Polo Del Nero s'est dit c'est bon, je peux revenir. Et donc il a repris son poste à la place du colonel Nunes. Et depuis, il est toujours le président de la CBF, même si voilà, il peut pas sortir du Brésil parce qu'il sait qu'il risque de se faire arrêter. Et donc, alors dernier épisode en date, donc cette. On va y arriver. Mais en même temps, juste pour expliquer, c'est normal que ce soit un peu mini-mélo et un peu compliqué à expliquer parce que les institutions comme les histoires de corruption au Brésil sont des vraies pelotes de laine très dures à démêler. Moi, je trouve que tu prends un peu de temps. Hein. 30 minutes pour le Brésil, ça n'a pas dû suffire. T'as pas fait mieux avec les histoires de corruption argentine l'autre fois. Vas-y, Marcela, continue. Sur cette CPI du Sénat, en fait, le rapporteur, celui qui était chargé de faire le rapport, donc Romero Jucá, qui est inquiété, t'en parlais Simon, dans le scandale Lava Jato depuis mars 2015, publié un rapport dès mai 2016, un rapport en fait qui a 350 pages, sauf qu'à aucun moment il parle de corruption, ce qui a passablement énervé Romario, qui a écrit son propre rapport de plus de 1000 pages cette fois-ci, où là il égratigne un peu les dirigeants de la CBF au comité d'éthique de la FIFA. Mais le rapport a été refusé en fait par les sénateurs par un vote. Il y a eu 9-0. Du coup, le rapport n'est pas publié, même si Romario veut écrire un livre. Et donc, pour finir, le dernier mouvement donc du 23 mars 2017. Donc, on se souvient de la loi qui obligeait à une modification pour l'élection du président en affaiblissant les présidents des fédérations. Alors donc, en fait, le jour du Uruguay-Brésil, les présidents des fédérations se sont réunis sans avertir les présidents de clubs et ont modifié les critères de l'élection. Du coup, désormais, en fait, chaque voix pour les présidents de fédération compte triple. Les voix des présidents des clubs de Série A comptent double et celles des séries B comptent un vote simple. Et du coup, il y a exactement le même poids pour les présidents d'État avant la loi et après la loi. Ça correspond à 57% des voix. Donc, les présidents des fédérations peuvent toujours choisir leur président pour la CBF, en fait. Et du coup, il y a eu. Vas-y, excuse-moi. Oui, vas-y. Non, vas-y, si tu as une question. Oui, je disais, du coup, oui, parce que c'est comme disait, c'était la question de Rodolphe. Est-ce qu'il y a une porte de sortie à tout ça, selon toi? Là, je la vois pas avant 2027, parce qu'il n'y a pas eu que ça comme mesure, en fait, pour vraiment s'assurer de bloquer le système. Désormais, il faut avoir le soutien de 8 fédérations sur 27 pour se présenter à l'élection, ce qui exclut toute candidature dissidente, parce qu'il n'y aura jamais 8 fédérations pour soutenir un autre candidat. Dernière mesure, en fait, ce que la loi prévoit aussi que le président de la CBF pourrait se représenter une seule fois. Alors ça, ce sera effectivement le cas, parce qu'ils sont forcés par la loi, mais seulement après 2019. Donc en fait, Marco Polo Del Nero, il a été élu en 2015, il pourra se représenter en 2019, mais également en 2023, pour terminer son mandat en 2027, où il aura 86 ans. Donc d'ici 2027, je vois pas de changement possible. Pour terminer là-dessus, ma foi, comme je le disais, il n'y a pas que le football de toucher au Brésil, c'est un contexte très général qui touche tout le pays, et je ne parle pas que de la corruption, je parle du système institutionnel, des complications, de la complexité plutôt, de tous les systèmes institutionnels brésiliens qui font que justement il y a énormément de corruption et que justement cette corruption est très difficile à éradiquer. Et là, on en a un très bel exemple avec ce que vient de nous expliquer Marcelin et tous ces recours juridiques impossibles, ces enquêtes qui terminent sur des pages blanches. Et voilà, pour l'instant, il n'y a pas de fin par rapport à ça. La seule petite lumière que moi, personnellement, je vois, elle viendrait éventuellement de joueurs, comme des mouvements, comme peut l'avoir Rai, il me semble qu'il y a Chris aussi dans ce mouvement-là, des mouvements plus ou moins politiques, et bien sûr Romario, qui essaye un petit peu de changer les choses. Et s'il peut y avoir quelque chose de changé au Brésil, ce sera probablement par ces anciens joueurs qui sont encore jeunes. Quand on y pense, dans les institutions, c'est des gens qui ont entre 40 et 50 ans. Encore des années devant eux pour changer les choses. Merci Marcelin. Comme en Amérique, un peu partout. Hein.
Comment, Rodolphe? Après, c'est un peu généralisé en Amérique du Sud. L'Argentine, c'était la même chose avec l'élection à la FA, son nouveau président et tout. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Après, là, je parlais en connaissance de cause pour le Brésil, mais comment dire, comme on l'a dit avec Marcelin, il y a pas que du football, il y a de la politique, il y a tout un système actuellement qui est en train de soit de tomber, soit de se renforcer. Ouais, c'est ça. De toute façon, le foot est relié à la politique. Voilà. Donc, c'est très difficile à voir comme porte de sortie actuellement. Et moi, je pense qu'elle peut éventuellement venir par le mouvement de certains joueurs. D'accord, Marcelin, chose à rajouter? Peut-être, ouais, mais il y a effectivement le mouvement Bom Senso qui a fait pas mal de bruit en 2013, donc avec des joueurs actuels. Il y avait notamment Rogerio Ceni, puis Paulo André, l'ancien du Mans. Mais depuis, c'est vrai qu'on ressent moins l'influence de ce mouvement sur les décisions de la CBF. Et du coup, ouais, même ça, c'est vrai que pour l'instant, j'ai un peu de mal à voir comment ils vont faire, quoi. C'est pour ça, je parle d'une petite lueur. Voilà, ouais. Il y a au moins, comment dire, quand je parle de ça, c'est-à-dire pour dire qu'il y a au moins des joueurs qui ont cette conscience-là, cette volonté-là. Et par exemple, aujourd'hui, Rogerio Ceni a déjà pris les rênes de São Paulo, du club de São Paulo. Ça se passe plus ou moins bien, mais bon, il est au moins dans les arcanes de ce club. Et Rai vient de rentrer dans l'administration de São Paulo. Donc, c'est des gens qui petit à petit rentrent dans les institutions du football brésilien et qui peuvent être amenés à, pourquoi pas un jour, entrer vraiment à la confédération qui actuellement n'est gérée que par un peu comme la FIFA, que par des politiciens ou des pseudo-passionnés de football, mais en aucun cas par des gens qui connaissent le football. Voilà, écoutez, on a quand même, on a dépassé. Là, ce coup-ci, on a été bavard, on a un peu dépassé notre limite. La limite de la dernière fois était 1h30, cette fois on s'était donné 1h. Là, on a fait 1h20, c'est pas si mal non plus. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'on va faire un petit tour de table avant? Est-ce que vous avez un mot à dire chacun avant de terminer? Rodolphe, est-ce que c'est Vive la Corée! Écoute, un dernier mot, que les matchs qui vont venir sont passionnants et surtout qu'il faut voir la situation avec le nouveau coach de l'Albiceleste. On parlait de Sampaoli, Gallardo et autres. Ça devrait se faire avec Sampaoli et avec Pablo Aimar dans son staff. Donc ça va être beau à voir. Pierre est parti. Mais je pense que Pierre aurait pu nous dire un mot sur la Colombie. Baptiste, un dernier mot. Oui. Oui, c'est court comme dernier mot. Merci. Non, juste John Boog vient de se faire éliminer d'entrée de jeu en coupe alors qu'il voulait réaliser le doublé cette saison. Première grosse déception pour cette équipe. Peut-être le match à suivre pour ce week-end? Je t'avoue que je n'ai pas encore eu le temps de regarder ce qui était au programme ce week-end, vu que je suis arrivé juste avant-hier. J'ai pas regardé. Pas de souci, je suis pas du tout dans le truc. On va te laisser récupérer de ton jet lag et puis merci pour nous avoir expliqué la K-League. Je trouvais ça super intéressant. Surtout parce que je ne connaissais pas du tout. Et Marcelin, un petit dernier mot? Ouais, moi j'avais une petite devinette que j'ai pas pu placer la dernière fois sur les matchs éliminatoires. Ah, vas-y. En fait, Neymar, il manquait 3 équipes sud-américaines contre qui il avait jamais marqué, dont l'Uruguay et le Paraguay. Ça, c'est fait. Du coup, il en reste plus qu'une désormais. Et laquelle c'est, à votre avis? Alors, donc on répète la question. Neymar n'a jamais marqué contre une équipe sud-américaine. Laquelle est-elle, sachant qu'il n'y en a pas des masses des équipes sud-américaines? Bolivie. Moi, j'irais sur la Colombie. Ni Bolivie, ni Colombie, donc? Non. Équateur. Non plus. Argentine. Chili. Ah bah, on va toutes les faire. Non. Bah oui. Allez, Bolivie. Non, pas la Bolivie, Rodolphe. Venezuela. Voilà, le Venezuela. Rodolphe, il était en train de taper du pied sous la table à Rodolphe. Ah merde. La question... Ouais, non, mais faut pas aller sur ce terrain-là parce qu'après ça finit en politique, ça va plus. Là. Non, on n'a plus le temps. Donc, en gros, Neymar n'a jamais marqué contre l'éternel, je suis désolé, mais presque éternel dernier des phases de qualif de l'âme sud. C'est assez étonnant, ça. Enfin, il y a une belle génération.
Il y a une belle génération qui vient avec Et- les Moulins et autres. C'est- Je pense que Les les Casares, Otero. Exactement. Mais Le Casares, c'est quoi ouais, c'est plus avec Farines, le gardien et autres, mais le problème, je pense, c'est comme le pays, quoi. C'est un peu à l'image de l'équipe, quoi. D'accord. Eh ben merci les gars. Pour ce C'était, week-end, c'était ma foi, si vous voulez, vous pouvez voir Jeune Book contre Pohang, premier contre deuxième, dimanche à 8h du matin. Ah, Voilà, voilà. j'ai été Voilà un regardé. super match. À quelle heure tu dis 8h du matin. 8h du matin, ce sera pour les leftos avec un petit café. Et ben merci à tous. Merci pour ce second podcast de l'autre football. Et on se dit à la prochaine fois pour parler d'autres football. Merci à tous et à la prochaine. Ciao. Ciao.